Eh ben écoute, la super bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on vient de dire, c'était coupé parce que j'avais pas mis de son. Donc ouais. Génial. Je pense qu'on va bien s'entendre. Tu vois, Ouais. t'as à peu près le même style que moi, donc je pense que c'est bon. Bon, pour récapituler à tous les gens qui sont assidus, on est en train de faire des blagues sur les roues et sur les kangourous Tout à fait. et sur tout un tas de C'est choses. vraiment dommage qu'ils aient raté ça, je pense. Hein. Le son de C'est Mickaël est débile. bas. D'accord, je vais l'augmenter. Hop là, là ça devrait être mieux Ok. maintenant. C'est cool. Donc, merci à tous d'être là. Je remercie Frodinou d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à vous surtout de m'avoir invité. Merci Germain. Yes. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est sur Twitch, donc ça va être interactif. Posez-nous des questions et j'essaierai d'y revenir à la fin parce que j'ai déjà pas mal de questions à te poser, mais l'idée c'est que ce soit interactif aussi. Donc, salut à tous. On voit que t'as pas mal de groupies dans le chat. Tout à fait, ouais, 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 j'aurais donné des petits points Poker Academy en échange. Je reconnais des pseudos, effectivement. Kaiser Sosé, qui est un membre actif de notre communauté, c'est l'un des premiers qui nous a sifflé ton nom, enfin en gros qui nous a sollicité pour qu'on t'invite. Ah, c'est gentil. Olivier, ouais, Olivier, bah, justement, très impressionné par son parcours, la résilience et tout, un battant, comme on dit. Donc, Ah, c'est pas ce que tu merci. m'as dit en off. Hein. Oui, oui, non, mais bon, il a besoin d'y croire et à force d'y croire, il y arrivera. Ok, ça marche. Bon, bon, après toutes ces vannes hyper bien aiguisées, je te propose que tu te présentes et que tu nous parles de ton parcours, si tu veux, en tant que joueur, en tant que coach. Et puis on rebondira là-dessus juste après. Ok, super. Bah, je m'appelle Michael Fruidinou sur Poker Academy, le Grand Canard Solaire aussi sur différents réseaux. Je suis joueur de poker professionnel, coach Poker Academy depuis 10 ans maintenant. Donc j'ai coaché plus de 600 joueurs qui m'ont supporté. Je joue essentiellement, ma limite est pas si haute, NL 100 environ. Donc voilà pour mon petit parcours poker synthétique, si je puis dire. Après, ça dépend si tu souhaites que je rentre un petit peu plus dans le détail. Ben, en tout cas, non, c'est cool, c'est ce qui m'intéressait. On verra s'il y a des commentaires, mais là où tu as vraiment des choses intéressantes à dire, c'est sur ton expérience en tant que coach, parce que c'est vrai que avoir coaché autant d'élèves, avoir autant de retours positifs, on est dans une communauté qui est parfois pas hyper bienveillante, alors que Mhm. dès qu'on aborde ton sujet, les gens sont tous unanimes, et ça c'est chouette. Donc on va appuyer là-dessus. Mais en général, c'est vrai qu'on s'intéresse à la parcours du joueur parce que il y a toujours des petits tips à partager à la communauté, comme par exemple l'importance de l'entourage, l'importance de l'environnement. Et est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus? Oui, donc sur un petit peu l'importance de l'entourage, l'environnement. Je pense que effectivement, bah, tu parlais de bienveillance Ouais. et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent revenu. J'ai pas écouté toutes les interviews, mais je suis à peu près sûr que ça revient. Il faut essayer le plus possible d'avoir un entourage qui va être bienveillant envers notre projet poker. Et le plus possible, alors c'est vrai, ça c'est le conseil que je donne aux joueurs. Bon, ne vous galérez pas trop à essayer de convaincre les gens de votre projet. C'est-à-dire que quand les gens ont besoin d'être convaincus, vous risquez de perdre une énergie énorme face à des Ah personnes ouais. où, de toute façon, en gros, pour dire concrètement, quand tu te lances dans un projet poker, soit tu ramènes l'argent, et là les gens vont dire à peu près OK, soit tu ramènes pas l'argent, et on peut faire de la pédagogie un petit peu au début, c'est normal, mais très rapidement on se rend compte quand même d'expérience. Alors quand je dis d'expérience, c'est pas forcément que la mienne, c'est ce que je vois à travers le témoignage des joueurs, Ah ouais, ouais. c'est que dans le meilleur des cas, on aura un poli, quelque chose comme ça. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il faut focus, faut se focaliser sur les personnes qui vont être bienveillantes envers nous. L'entourage enfin les proches, c'est super important. Et voilà quoi. Et évidemment, dans le monde du poker, je pense qu'il faut aussi s'entourer de personnes qui vont vouloir vraiment construire et pas juste, en gros, prouver qu'elles ont raison. Tu sais, les débats où en fait tu te rends compte que l'autre, il veut pas forcément aller vers la vérité. Il veut juste, il faut s'interroger si nous-mêmes aussi on n'est pas dans cette optique, hein. Il veut Hmm. juste montrer qu'il a raison. Voilà, tout ce genre de relation, si je puis dire, dans le poker, c'est effectivement quelque chose qu'il faut tenter de bannir le plus possible, je pense. Bon, je dis des banalités, mais malheureusement, dans la pratique, on se rend compte que très souvent, c'est plus compliqué que ça, si je puis dire. Ouais, carrément. Bah, ça revient à ce qui se dit souvent, c'est qu'il faut faire preuve de courage dès le début, quoi. Faut pas s'attendre à ce que le parcours soit facile. Mhm. Et c'est pour ça que l'aventure est belle.
il faut convaincre nos proches qu'on va y arriver, et c'est par la manière dont on les convainc et qu'on est convaincant qu'on y arrive. Et je trouve que toi, tu dois avoir réussi, enfin, tu as probablement réussi à fédérer autour de ton entourage de par ton expérience de coach, parce qu'il n'y a rien de plus épanouissant que de dire que tu accompagnes autant de gens avec le retour positif que tu as. Oui, tout à fait. C'est vrai. Alors, tu reviens sur la notion de courage. Mhm. Ça, c'est vrai que c'est une qualité qui est essentielle. Alors, je dirais, moi, même peut-être un peu d'inconscience. Ce que je répète souvent, c'est que j'ai réussi parce que, en fait, j'étais un peu plus bête que la moyenne. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plein de fois où, en fait, si je réfléchissais à où j'en étais dans ma situation, au moment où j'étais sur le chemin de la professionnalisation, Mhm. il y a un moment donné, tu dis, non, mais c'est bon, faut arrêter là. T'as investi je sais pas combien d'argent, t'as bossé je sais pas combien d'heures, tu y arrives pas. Bon, t'as essayé, tu arrêtes, c'est tout. Et moi, dans ces cas-là, la seule question que je me posais, c'était comment je fais pour recommencer, mais différemment, pour aller Ok. plus loin, Ouais. tout simplement. C'était la seule question que je me posais. Alors que finalement, si j'avais trop réfléchi, tu vois, à me dire, ouais, mais attends, là, t'es en train de te foirer, tu rates des opportunités dans ta vie, etc., j'aurais jamais continué et j'aurais été autre chose. Donc je pense aussi que ce qui est important, c'est le courage, comme tu dis, un peu d'intelligence et également avoir aussi tout simplement une confiance quasiment aveugle, je dirais même presque délirante, dans sa capacité à réussir. Alors, il faut faire attention parce que ce discours, il peut aussi être un peu dangereux à la fin, hein. C'est-à-dire que si tu as perdu 15 000 euros, etc., et que tu as des petits soucis d'addiction, bon, faut relativiser quand même, hein, bien entendu, ce que je suis en train de dire. Mais je trouve que vraiment, c'est cette notion vraiment d'avoir une croyance quasiment délirante dans sa capacité à réussir. Je trouve qu'elle est super importante pour aller au bout du projet. De se dire que, en fait, le seul truc que tu as à faire, c'est de recommencer encore autrement, en réglant ce qui n'a pas été fait, et que ça va forcément finir par passer à la fin. En tout cas, c'est mon optique à moi, et c'est quelque chose que j'essaye aussi de transmettre aux joueurs, c'est-à-dire que voilà, tu as toujours un truc à améliorer, et tant que tu es persévérant, parce qu'à la fin, je pense que c'est vraiment la... Enfin, si on devait lister une qualité à la fin, je pense que c'est la persévérance. T'as pas besoin d'être... T'as pas besoin d'être super intelligent, t'as pas besoin d'être dans l'absolu riche, etc. Par contre, tu as besoin d'être persévérant. Mhm. Si tu es persévérant, on va pas dire que fatalement tu vas y arriver. Ça, je trouve que c'est un discours quand même qui est un peu trompeur de dire que 100% des gens vont y arriver s'ils sont persévérants. Mais tu as quand même de très 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 grandes choses, de très 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 grandes chances que ça arrive. Et je trouve que ça a d'autant plus de poids quand c'est toi qui le dis, parce que du fait d'avoir accompagné autant de monde, tu as dû voir des gens qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, d'autres qui ont réessayé, qui ont finalement réussi. Donc ouais, je pense que c'est hyper inspirant. Exactement. Au début, quand j'étais coach un peu inexpérimenté, je faisais l'erreur de croire que si tu avais quelqu'un qui arrivait avec énormément de potentiel, tu sais, le gars qui comprend tout de suite, que toi, tu as mis 6 mois, 1 an à comprendre, lui en 2 semaines, c'est compris. Il te fait NL2, NL5, NL10 en 2 mois, etc. Enfin, c'est parti, tu dis ça. Lui, il va finir en 400 en 1 an et demi, quoi, Ouais, grosso ouais. modo. En fait, j'ai appris que c'est pas forcément le profil qui va le plus loin, ou en tout cas qui est le plus rapide. Dans le même temps, tu vas avoir un profil qui envoie moins, si je puis dire. Mhm. Tu vas avoir par exemple le joueur 35, 40 ans, père de famille, qui a un emploi, qui n'a pas tout le temps du monde, mais qui est organisé, motivé, etc. Et ça avance moins vite au début. Il comprend même peut-être un petit peu moins vite que le jeune de 20 ans qui a un Ouais. cerveau un peu éponge. Mhm. Sauf que lui, il a un petit peu plus d'expérience. Il sait que tout simplement dans la vie, voilà, faut continuer, persévérer, être régulier. Et souvent, de ce que j'ai constaté, c'est que ce profil allait bien plus loin que le premier joueur qui était tout plein de potentiel. Parce que quand ça va mal se passer, en fait, c'est la personne qui va continuer, tout simplement. Il va continuer avec régularité, il va faire ses petites sessions qui étaient prévues dans la semaine, il va travailler ce qui était prévu, hyper cave. Il a perdu 20 caves, tant pis, j'en ai vu d'autres, voilà, je continue, etc. Alors que le premier profil dont je t'ai parlé, le jour où il découvre qu'on peut perdre 20 caves au poker, Mhm. c'est le drame. Soit il arrête pendant 3 semaines, soit il va dans un autre format, soit il va se puer à la limite supérieure, etc. Bon, bien sûr, là, je dépeins des profils caricaturaux, hein, Mhm. mais à la fin, je vois vraiment que c'est cette qualité de persévérance qui va faire la différence chez la plupart des joueurs, tout simplement. Bah écoute, Vraiment. tu n'es pas le premier à nous faire ce genre de retour. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, peu importe l'âge qu'on a, on a des avantages, on a des facilités. Quand on est jeune, comprendre qu'on peut organiser beaucoup de connaissances. Et quand Mhm. on est moins jeune, même si on a des barrières évidentes, on a aussi l'expérience. Tous les échecs
contre lesquels on a pu rebondir. Il faut se servir en fait, de tout ce qui fait notre force, faire le bilan de nos compétences et aller de l'avant. Et comme tu dis, logiquement, tout le monde pourrait y arriver. Il y a de la variance, mais persévérance et rigueur sont de... Tout à fait. Et il y a aussi un Ouais, autre truc, c'est que à partir d'un certain degré de maturité, parce que c'est pas forcément d'ailleurs relié à l'âge, hein, la maturité, ouais, c'est plus la somme des expériences que tu as vécues et ce que tu en as déduit. Et donc malheureusement, il y a des personnes qui à 20 ans ont plus d'expérience que quelqu'un de 40 ans, de par leur parcours de vie. Il y a aussi, je trouve, un truc que tu acceptes aussi, c'est tes limites. Tu connais un peu mieux tes limites. Tu sais où tu vas être mauvais finalement. ouais. Et tu l'acceptes. Tu sais aussi où tu vas être bon et tu l'acceptes et en général tu vas aussi mieux t'organiser dans ta progression par rapport à ça. À titre personnel, je savais que le poker, j'avais aucun talent. J'étais même plutôt le genre de personne, à mon avis, qui comprenait moins vite que les autres. Et ça, je l'ai accepté tout de suite. J'étais pas en train de me dire, ouais, t'inquiète, je suis trop bon. Non, je savais vraiment que j'étais limite un peu handicapé, quoi, au niveau de la compréhension du truc. Par contre, je savais que j'avais d'autres qualités sur lesquelles j'allais pouvoir jouer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, bien entendu, j'ai essayé de compenser certains défauts du poker, mais j'ai surtout utilisé d'autres qualités que j'avais Ouais, pour compenser le handicap de base que je pouvais avoir parfois au poker, dans t'as, certains domaines du poker. t'as tout Donc, par misé sur exemple, la la chance, persévérance. quoi. Ouais, grosso modo, effectivement, la chance. Et ça fait 10 ans que ça dure, incroyable. Ouais, 10 ans. Bah, tu sais, les runs, un run good, c'est toujours plus long qu'on ne le pense, hein. Tout le monde se plaint Donc, de run bad, il y en a bien un qui run good, écoute, c'est toi. exactement pour tout le monde, donc c'est moi, depuis Non, 10 mais ans. franchement, c'est hyper inspirant comme discours plein d'humilité et c'est encore une fois une qualité qu'il faut qu'on mette en avant. Je suis super content de te l'entendre dire. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont tu as pu traverser les générations. Tu as connu un poker où les solvers n'existaient pas, où les manières de travailler étaient différentes. Pour autant, tu as toujours proposé du contenu, donc tu as toujours été travailleur finalement et rigoureux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai jamais donc été un joueur au sommet, si tu veux. Mon ambition, alors je paraphrase une phrase que j'ai lue récemment, j'ai voulu être le plus grand des petits coachs, si je puis dire. Yes. Aussi quelque part le plus grand des petits joueurs de NL50, Ouais. NL100. Voilà, j'ai jamais été au sommet, etc. Mais c'est vrai que dans le même temps, il y a des personnes que j'ai vues qui m'ont dépassé, qui ont été en NL500, qui sont Mhm. partis à Malte et qui sont revenus et qui ont arrêté et qui ne sont plus là depuis longtemps. D'ailleurs, il y a 10 ans, tous mes collègues coachs, en fait, il n'y a plus personne. Je suis le plus ancien coach Poker Academy, etc. Euh, alors, tout simplement, l'explication que je donne, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel au poker, je dirais, tous les 2-3 ans environ. Ok. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, le poker change et les joueurs, souvent, ils ont trouvé un mode de fonctionnement qui est hyper efficace, qui leur permet de performer. Ouais. Et finalement, au moment où ça change, ils sont pas tous les jours prêts à faire les efforts pour accepter les évolutions. Et ça, je pense que c'est un truc que j'ai accepté. Et d'ailleurs, c'est fondamental dans l'identité du joueur de poker. C'est que fondamentalement, le poker, c'est accepter qu'il va y avoir des changements et qu'on va devoir évoluer. Donc du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, par contre, j'ai eu entre guillemets le courage, une nouvelle fois, Mhm. de me dire, bah là, c'est en train de changer. Je vais m'adapter à ces changements. Les solvers arrivent, je vais utiliser les solvers. Va y avoir la MDA, je vais me plonger dedans, etc. Tout en essayant quand même de garder le fruit de l'expérience, parce que souvent, quand il y a aussi un nouveau mode de fonctionnement, il a tendance un peu à aspirer et à exagérer. Tout en reniant totalement l'expérience passée, si tu veux. Et donc j'ai essayé aussi le plus possible de quand même garder ce que j'estimais qui était bon dans le passé et de le mixer avec les nouveaux éléments. Donc ça voilà, je pense aussi ce qui explique, c'est juste d'accepter en fait fondamentalement l'identité du joueur de poker. Par exemple, souvent, actuellement, une des craintes, si on me dit ouais, mais tu te rends compte, l'intelligence artificielle, t'as pas peur que voilà, en gros, tout le monde puisse tricher, qu'on puisse plus gagner au poker, etc. Et je réponds toujours qu'en fait non, je m'adapterai. Et souvent on me dit mais tu vas t'adapter comment, etc. Tu sais, il y a une sorte un peu limite d'angoisse. Comment tu vas faire? T'as prévu quoi, etc. Et en fait, comme j'ai accepté dès le début que ce métier était comme ça, je réponds bah en fait je sais pas encore exactement. Mais t'inquiète, je trouverai un moyen de m'adapter. Je sais que au moment où il faudra vraiment s'adapter à fond, je m'adapterai à fond et je le ferai comme j'ai fait avant. Moi, quand j'étais en 2012, tu sais, on me disait le poker, tu sais, 2 ans, grand max. Allez, 2015, mais
2015, après, c'est mort le poker. Et enfin, excuse-moi, je fais un discours encore une fois qu'on a maintes fois entendu, mais 3 ans, c'est fini, etc. On a fait le tour. Les solvers, ils n'existaient même pas en 2012. Hein. On a fait le tour, etc. Et en fait, 10 ans après, je trouve que, parce que je trouve génial dans ce jeu, c'est que même avec tout le développement de la technologie, etc., c'est à chaque fin de semaine, quand je fais le bilan et que j'analyse mon jeu, je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi nul, quoi. Hein. C'est pas possible d'être aussi nul, tellement il y a de choses encore à apprendre, à améliorer, etc. Voilà, c'est tellement vaste que bah, tu en as pour une vie, deux vies, trois vies, quelles que soient, j'ai envie de te dire, les évolutions technologiques actuelles, si je puis dire. Et ben, super, c'est marrant ce que tu viens de dire, dans le sens où tu te trouves nul. Le dernier intervenant que j'ai interviewé disait pareil en fait. C'est cette faculté à se remettre en question, peu importe le niveau qu'on a, qu'on soit très fort, très moyen, il faut savoir se remettre en question. Encore une fois, c'est une histoire d'humilité. Ouais, t'as totalement raison dans le sens où il faut être conscient de ce qu'on sait faire, conscient que notre expérience aiguise notre intuition, que notre intuition, finalement, elle a une valeur et qu'il faut la cultiver. Euh, et après, aussi, très important de se tenir informé des solvers. On est obligé d'y passer, surtout quand on est coach, Mhm. forcément, tu as besoin d'avoir des outils à ta disposition Tout à fait. pour ça. J'ai vu que tu travaillais notamment avec Flopzilla, et moi j'adore ce logiciel. Est-ce que tu as aussi mis le nez dans les nouveaux solvers qui intègrent l'IA récemment? Alors pour l'instant, non. Ouais. Alors, ça dépend ce qu'on entend par non. Parce Oui. qu'évidemment, justement, je me tiens informé, je regarde ce qui se fait. Pour l'instant, j'estime que je n'en ai pas Ouais. besoin parce que j'ai déjà tout fait sur Payo Solver, Ah j'ai ouais. toutes les simus, etc. J'ai tous mes fichiers Excel. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais pour te donner une idée, donc ça m'a pris des centaines, si ce n'est des milliers d'heures de faire ces simus. Ça m'a coûté même des milliers d'euros entre les serveurs, l'achat de machin, etc. Demain, si j'estime qu'il y a un pas à faire vers ces nouveaux solvers et que j'estime que voilà vraiment ils apportent un truc en plus par rapport à ce que j'ai actuellement, j'aurai absolument aucune hésitation entre guillemets à mettre toutes ces simulations à la poubelle Ouais. et à me réadapter de nouveau. Tu vois, je m'accrocherai pas dessus en me disant ouais mais non PO Solver etc. C'est le dernier. Non, je dirais bah écoute si on me dit que Ruse X GTO Wizard maintenant vraiment ça offre des fonctionnalités que PO Solver n'a pas et que si tu veux conserver ton edge, si tu veux que tes joueurs conservent leur edge, il faut que tu utilises ces logiciels là. J'aurais aucune hésitation à tout jeter à la poubelle et durant les 6 prochains mois à lancer des simus comme un taré 24 heures sur 24 pour justement, alors je sais pas si on peut dire faire le retard ou en tout cas anticiper, tout simplement. Ça c'est fondamental. Donc voilà pour l'instant ma position par rapport à ces solvers que je regarde de loin, qui Ouais. sont assez prometteurs, notamment parce que maintenant on va avoir le fameux Node Lock hein, ou Loch Ness Mode, Ouais, ouais. qui n'était pas de base dans GT Wizard et qui faisait que GT Wizard m'intéressait peu jusqu'ici. Ok. Ouais, cette curiosité qui anime ta passion et cette flamme qui fait que tu perdures finalement, quoi. T'es toujours alerte de tout ce qui se passe. Voilà, je vais pas non plus plonger dans la dernière mode dès Ouais. que ça arrive. J'attends, on observe, mais dès que c'est nécessaire, je pense que c'est essentiel qu'on y aille, quoi, tout simplement, et qu'on y aille à fond et qu'on fasse le travail nécessaire. Ouais, ça, vraiment, c'est quelque chose de super important. Mais tu me verras toujours hein, sortir le Flopzilla, à mon avis, Ouais, c'est fou. pendant assez longtemps, parce que je trouve que Flopzilla, c'est ce qui donne vraiment conscience des proportions de range, Ouais. qui évite le mimétisme quand même qu'on voit souvent, c'est-à-dire là, le solver, il bête ça. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais mettre comme ça, d'accord. Et quand tu demandes au joueur, finalement, bah, il y a quelle proportion de top pair dans la range adverse, il est complètement perdu. Quand tu lui dis, Ouais. bah, ici, pourquoi est-ce que tu peux c-bet range, bah, il est complètement perdu parce qu'il comprend pas le mécanisme. Et quand tu utilises, on va dire, Flopzilla, alors avec le solver, on peut le comprendre aussi, évidemment, mais quand tu utilises un Flopzilla, tu vas quand même, à mon sens en tout cas, plus profondément comprendre le mécanisme. C'est top. Je vois qu'on a des sollicitations dans le chat, hein. N'hésitez pas à en faire. C'est vrai on essaiera d'y revenir après. Et si possible, avoir des questions intéressantes. Pour l'instant, il n'y a que Mike qui en a posé. Et vu qu'il n'est pas très malin à la base, je préfère pas rebondir sur ce qu'il propose. Non, il t'a demandé si tu habitais en France et justement à quel moment tu estimes nécessaire l'adaptation. Mais si tu veux y revenir. Oui, oui, je vis en France. Hein. Je dois être le dernier quasiment joueur de poker à vivre en France, mais je vis en France. Et à quel moment tu estimes nécessaire l'adaptation Alors ça, c'est intéressant. À quel moment En fait, je peux pas répondre à quel moment Ouais, ouais. j'estime l'adaptation. C'est juste, je vais voir un truc
et je vais dire bah là c'est pas possible, hein, faut y aller quoi, hein, on fait pas le psychorigide si je puis dire, hein. Ok, je vais juste du coup revenir sur ton entourage. Est-ce que tu penses que du fait d'avoir été chez Poker Academy, t'as permis de côtoyer des bons joueurs qui t'ont permis de t'inspirer parce que t'es quand même à l'origine de plein de concepts nouveaux dans ce que tu proposes. J'ai la petite image. Attends, il faut que je change de scène, donc là c'est compliqué. Waouh! Où tu as mis en place la green card, c'était assez incroyable quoi. Est-ce que tu as su t'inspirer de tout ce qui se faisait ou est-ce que tu as cette facilité d'innover dans ce que tu Euh, proposes? Alors non, forcément, je m'inspire hein, vraiment bah, de plein de personnes. Donc des coachs Poker Academy, je regarde toujours leurs vidéos, les coachs Poker Academy, d'autres coachs. Donc je dirais pas que j'ai pas une véritable créativité intelligente, c'est-à-dire je suis pas un vrai créateur. Par contre, j'essaie le plus possible de pas me mettre des barrières psychologiques, si tu D'accord. veux. Je vais te donner un exemple très concret. Par exemple, la première fois que j'ai bossé avec les solvers, c'était en 2016. Je vois que le solver fait un overbet au flop sur As-Roi-6 que personne faisait. Je vois que le solver fait des donk bets à la turn que personne faisait, etc. Donc du coup, là, ça, je l'ai pas inventé, ce truc-là. Par contre, en voyant ça, je me dis, pourquoi? C'est intéressant. Et du coup, je vais vraiment le tester sur l'étape derrière. Je vais le faire et tant qu'il n'y a rien qui me dit qu'il faut pas le faire, bah, je vais le faire. Et après, effectivement, je peux faire des liens avec différentes choses. Mais voilà, donc j'ai pas une véritable créativité. Par contre, j'essaie le plus possible de pas me mettre de barrières. Je trouve que par exemple, les solvers, c'est dommage, ils sont souvent au service de la banalité. Ah Ah tiens, on ouais. bet 40%. Alors pour moi, ils devraient être au service de la créativité. Tu vois, ils te proposent des moves de dingue, etc. que malheureusement, on ne fait pas. Donc d'avoir été chez Poker Academy, de côtoyer les coachs Poker Academy, forcément, voilà, ça a été un plus, clairement. J'essaie toujours enfin, je regarde encore aujourd'hui beaucoup de contenus vidéo de différents sites, de différents coachs, Ouais, pour ouais. me tenir au courant de ce qui se fait, pour progresser. Ok. Je suis absolument pas au courant de l'actualité poker. Je suis incapable de te dire quels sont les meilleurs joueurs de poker de France. Tu me donnes des pseudos de joueurs super gagnants, j'en ai aucune idée. Je vais toujours m'intéresser en fait aux joueurs qui peuvent m'apporter directement, techniquement. Donc, si tu me parles de tel ou tel coach, je vais connaître en général son travail. Par contre, tu me donnes des joueurs de poker super gagnants que tout le monde connaît, je serais incapable de te dire, je te répondrai, c'est qui. Ouais, C'est t'as cette faculté à focaliser ton attention et ton énergie sur ce que tu maîtrises le mieux et tu t'éparpilles pas. Et je crois que tu l'as déjà dit dans l'une ouais, de tes vidéos. J'ai regardé il y a pas longtemps sa chaîne YouTube, le menu du joueur de poker, tu sais, où tu ouais. décomposes en entrée, plat, dessert. Et j'ai trouvé ça hyper malin et les conseils que tu te donnais étaient forcément très judicieux. Donc Bah, je j'ai mis le lien pense. de ta chaîne YouTube dans les commentaires hein, pour le Ah, coup. c'est gentil. Super, ouais. Oui, bah, ça, je pense, c'est un truc. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, encore une fois, mais c'est vrai que le problème qu'on voit beaucoup en coaching, c'est qu'il n'y a pas assez de principe de focus. C'est-à-dire que la personne a des objectifs. Elle dit, voilà, moi, j'ai envie d'être gagnant, j'ai envie d'être pro. Ouais. Et finalement, quand tu regardes sa semaine, son organisation, tu lui dis, OK, tu n'as pas tout le temps du monde, et finalement, tu as passé 40 minutes à regarder alors l'interview d'un tel. Bon, pourquoi pas l'interview de Freudino? Pourquoi pas? Tu vas dire, ouais, mais ça m'intéresse ce qu'il dit. OK, une fois d'accord. Mais le problème, c'est quand tu commences à regarder 5 interviews, puis 3 rediff live, etc., en fait, ça devient complètement déséquilibré. Mhm. Et finalement, quand tu regardes la partie efficiente, si je puis dire, c'est-à-dire les trucs qui vont vraiment rapporter, donc concrètement, bosser vraiment ton jeu avec des flops, etc., bah, la portion devient extrêmement petite. Voilà, merde, du coup, je vais couper. Donc voilà, c'est toujours une question d'équilibre en fait, Ouais. si tu veux. Et souvent, ça se déséquilibre en fait vers les trucs qui nous font plus marrer, qui vont nous apporter un peu du divertissement. Voilà, c'est le mot que je cherche, que les trucs qui sont moins drôles à faire et qui finalement vont nous apporter le plus. Ouais, faire attention avec justement notre cerveau qui nous demande de la dopamine en permanence et c'est ce que nous donnent les interviews des beaux gosses comme nous, des Twitch, des Voilà. super joueurs de poker comme nous. Ça donne beaucoup de divertissement, beaucoup Ah de ouais, tout de dopamine. suite, il veut ma casquette, forcément, je comprends quoi. Donc, je pense, et c'est bien parce qu'il faut ce petit moment de détente, ce petit pic de Ouais, 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 dopamine bah, justement, qui va te motiver. Mais effectivement, quand je vois quelqu'un qui va me dire, alors, qui connaît tout le nom des derniers gagnants des tournois MTT, etc. Par contre, bah, tu lui demandes un calcul de cote, il connaît pas. ouais. Bah, il y a forcément un problème dans l'équilibre de la progression. En tout cas, t'as l'air assez affûté sur le mental et tu nous en fais profiter au travers de ta chaîne YouTube et c'est hyper important, c'est ce qui nous manque à peu près tous en proportion, toute proportion gardée. Donc ça, c'est chouette. Euh, ensuite,
pour faire la transition avec tes facultés de coach, tout simplement, j'aimerais avoir ton avis sur... alors, selon moi, là, tout ce qui est formation, l'industrie de la formation va changer du fait des nouveaux solvers et c'est en train d'évoluer. Est-ce que tu penses qu'un coach on devrait attribuer au coach un permis de coacher au travers de différentes compétences ou preuves à faire pour éviter qu'il y ait des pseudo-experts qui au final, sont néfastes à la communauté. En gros, si un élève prend un coach qui est médiocre, il aura plus de mal à retourner vers le coaching et il en parlera à tous ses potes, alors qu'il y a des gens comme toi qui semblent avoir que des retours positifs. Et du coup, si tout le monde était passé par toi, tout le monde aurait gagné du temps et tout le monde en aurait eu pour leur argent. Est-ce que tu penses que c'est intelligent de faire un filtre à l'entrée ? Alors, bon, déjà, comme j'ai mes échecs quand même en tant que coach, avec certains joueurs, des parcours où on aurait aimé faire plus, on n'y est pas arrivé. Et puis, il y en a aussi, tout simplement, alors les joueurs vont être par exemple satisfaits, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont accroché à ma personnalité de base. Donc, forcément, il y a une moins grande probabilité que derrière, il y a un retour négatif que si on m'imposait en tant que coach. Je sais qu'il y a des profils avec lesquels ça ne matcherait pas. Ouais, d'accord. Donc voilà, il y a un petit biais déjà forcément dans l'indice de satisfaction, si je puis dire, dans le sens où la personne, si elle te contacte, c'est qu'elle matche forcément un petit peu. Mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, le problème qu'on aurait dans ça, c'est quelle serait l'institution qui délivrerait finalement le permis de coacher. Bah toi. Ouais, alors là, pour le coup, le gars qui a un canard derrière lui et tout, je sais pas si si c'est une bonne idée quand même. Et puis en plus, blague à part, faut pas oublier que par exemple, moi j'ai une perspective donc qui va convenir à certains, mais qui ne conviennent pas à d'autres. Donc même si entre guillemets c'était moi ou des personnes comme moi, ça n'irait pas parce que finalement il y aurait une partie de la communauté qui se retrouverait pas dans ces coachings-là, etc. Bon, de toute façon, on est d'accord que ça se fera jamais, mais effectivement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on sait très bien qu'à partir du moment où tu as un marketing assez efficace, c'est pas relatif qu'au poker, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vas pouvoir vendre à peu près n'importe quoi. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai un joueur qui vient vers moi, alors qu'il me dit déjà, je t'avais pas pris parce que t'étais pas assez cher. Ouais, c'est vrai. Ça m'est arrivé plein de fois. Je t'ai pas pris parce que t'es pas assez cher. Et qui me raconte cette anecdote, qui me dit, c'est super, etc. avec toi. Bon, merci, génial. Et après, il m'explique son coaching précédent. Il me dit, en gros, le gars arrivait, il analysait des mains. Alors je lui dis, écoute, on va sortir un Flopzilla. Ah, j'ai pas Flopzilla. On va sortir Equilab. J'ai pas Equilab. T'as eu 10 heures de coaching avant moi, donc ton coach ne t'a jamais fait prendre Equilab, ne t'a jamais fait prendre Flopzilla. Bon, on dit rien. Ensuite, tu vas lui dire, tu regardes ses stats, tu vois 40% de ses bet flop. Tu dis, il y a quand même un petit problème, ces bet flop, tu vois, c'est des choses un peu techniques. Un coach, même pas un coach, n'importe qui, il me dit pourquoi, c'est combien qu'il faut. L'autre coach m'a rien dit sur ça, pas de problème. Et à la fin, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé même tu limite, tu as envie de lui dire, envoie-moi les vidéos que je vois ce que vous faisiez parce que tu ne comprends même plus à la fin à quoi pouvait ressembler le coaching. Et ce que je réponds à ce moment-là, c'est que ok, alors moi c'est génial entre guillemets, mais là pour le coup c'est que moi je suis juste pro. J'ai un minimum de méthodologie, d'organisation. Quand t'es coach, c'est la base, si tu veux. T'as une méthodologie, une organisation. C'est pas t'arrives, tiens, qu'est-ce que t'as fait, montre-moi tes mains. Et c'est plutôt l'autre personne qui n'a pas été pro et qui effectivement va nuire au domaine du coaching en donnant une mauvaise réputation, les fameuses réputations de scam, parce que il a réussi à vendre 10 heures comme ça. Et voilà, et malheureusement, cette histoire que j'explique, elle n'est pas isolée, elle est hyper courante, etc. Donc oui, donc le conseil que je donnerais, si je devais en donner, il y a évidemment les avis, mais ça, forcément, même les avis, déjà, ça peut être absolument trafiqué, sur un site, ça peut toujours être trafiqué, sûr, je dirais. Oui. Donc se renseigner, tout simplement, regarder le coach, regarder s'il a alors pour moi, s'il a un comportement marketing agressif ou pas. C'est tout bête comme conseil, mais quand tu sens qu'il est un peu en mode en train d'essayer de te culpabiliser, tu sais, en gros, si tu prends pas mon coaching, tu vas rien réussir dans ta vie. Ouais. Voilà, je trouve que ça, c'est des trucs qui doivent alerter. Quand t'es coach, t'as un marketing forcément. J'ai un marketing. Tous ceux qui ont à vendre quelque chose ont un marketing. J'ai rien contre ça, mais voilà, ce côté marketing agressif. En général, c'est quand même un signe qui a souvent potentiellement un problème à mon sens. Oui, et puis de toute façon, il faut responsabiliser les élèves. Renseignez-vous, demandez au coach les outils qu'il a à sa disposition, quel est son programme qu'il met en place. J'imagine que toi, tu serais prêt à passer du temps avec un élève pour le convaincre, ou en tout cas pour lui expliquer ta méthodologie, et ça, c'est chouette. Oui, il y a toujours un entretien pré-coaching en fait qui est gratuit avec le joueur, où en gros j'explique mes méthodes de travail, comment ça va se passer le coaching, etc. Tout simplement. Tiens, je mets le lien sur tes réseaux sociaux.
pour qu'on puisse avoir ton YouTube, ton Instagram et aussi ta présentation Poker Academy. J'aurais bien voulu y revenir. Alors, faut que Ah, Vas-y. ouais, bah d'ailleurs, ma présentation va changer cette semaine, enfin la semaine prochaine, je pense, Poker Academy, parce qu'elle date un peu. D'accord. Attends, je vais juste mettre là. Où en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est de voir à quel point les gens sont tous unanimes. Et c'est pas forcément le cas, hein. Les gens, en général, les gens qui sont pas contents vont donner leur vie et convaincre ceux qui vont trouver ça bien pour qu'ils laissent un message. C'est pas forcément le cas. Bah, Mais voilà, tu sembles faire l'unanimité et c'est pour ça que en fait, on te donne mon la parole. secret, entre guillemets, alors c'est ça qui est terrible, en fait, il est tout Ouais, con quand même, c'est que alors il y a deux choses, c'est que, un, j'essaye juste de bien bosser, ouais, ouais. c'est bête à dire, mais j'essaie juste de bien bosser. Et c'est vrai aussi, j'aime vraiment quand même mon métier, en fait, mon Ouais. métier de coach. C'est-à-dire, coach, c'est un vrai métier. Je suis pas un joueur qui donne des cours de poker. Je suis un coach poker qui a vraiment qui essaye en tout cas d'avoir une vision du coaching, de son métier, etc. C'est deux choses très banales, mais bah, tout de suite, ça fait que, à mon sens, ça marche un minimum, si tu veux. Et paradoxalement, malheureusement, on le trouve pas chez tout le monde, alors que pour moi, et je pense bah, pour toi, pour d'autres, c'est quand même la base, quoi, tout simplement. C'est rien de spécial quand on dit ça, tout simplement. Yes. Alors, il y a David Nessia qui dit s'adresser à tout niveau réellement. Par rapport à Frodino et des personnes qui l'encadrent. Et sinon, il y a juste Mike qui avait dit un truc intéressant pour le coup. Tu sais, il demandait, on parlait de l'aspect mental. Et il nous disait si tu avais un petit tips pour ceux qui adorent le jeu, qui adorent progresser, mais qui ont du mal, tu vois, une fois seuls dans leur bureau, à s'organiser, l'aspect logistique, à devoir ouvrir le solver et à compartimenter ses journées pour performer. Et après, on enchaînera avec autre chose, bien sûr. Alors, ouais, je lui donnerais deux conseils. C'est que souvent, déjà, c'est un problème d'objectif et de visualisation des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment te dire pourquoi je fais ça. C'est quoi la finalité, qu'est-ce qui me motive. Alors, faut pas imaginer forcément des grands projets, je veux devenir pro. Je donne souvent cet exemple de ce joueur-là qui me disait, moi j'adore la BD, et si je gagne 300 balles par mois, je pourrais claquer tout ce que je veux pour acheter des BD. Super. Et en fait, bah voilà, ça le motivait. Et j'ai plein de joueurs qui ont des projets comme ça, j'ai envie de payer les vacances à ma famille, etc. Mais ils savent en fait pourquoi ils vont s'embêter à être tout seul à ouvrir le solver. Donc je pense que déjà c'est un problème. Alors ça peut être un problème d'objectif, suffisamment le visualiser. Il faut aussi qu'on puisse un peu le palper l'objectif. Attention aussi aux gros Ouais. objectifs qui est trop loin. C'est vrai que tu dis je veux être pro, tu es sur ta NL2, mais un objectif peut-être intermédiaire, en Mhm. sachant que derrière cet objectif, il y a ça. Ça, c'est la première conseil que je vais donner. Et le deuxième, en fait, c'est, enfin, il y en a même trois, c'est de s'organiser. C'est-à-dire que si tu as 5 heures et que tu arrives et tu dis, je fais quoi? C'est foutu. Ouais. C'est ce que je vais lui conseiller, c'est créer ton emploi du temps. Un jour dans la semaine, enfin surtout si tu as des problèmes comme ça, parce que l'emploi du temps ne va pas à tout le monde, crée ton emploi du temps et dis-toi, voilà, j'ai 5 heures, dans ces 5 heures, je vais faire ça, ça, ça. Si tu as décidé de regarder une heure de vidéo, tu choisis déjà la vidéo que tu veux regarder, parce que le simple fait d'aller chercher sur les sites la vidéo, oh, il y a une news, machin et tout, il a gagné un bracelet, ça va te perdre. Comme ça, quand tu arrives dans tes 5 heures, tu sais ce que tu veux faire, ça déroule, et c'est aussi simple. Et le dernier conseil qui est, je pense, aussi pas mal, c'est commence quand même par la tâche la plus simple et la plus motivante parce que ça va te donner un élan Ah finalement. ouais. Voilà, tu commences ton après-midi, tu sais que tu as des solvers à faire, tu sais que tu as ci, tu sais que tu as ça. Bah, commence déjà par la tâche qui va le plus te motiver. Alors attention, si la tâche c'est de grind, ça peut être dangereux ça quand même parce Ouais. que c'est comme ça qu'on se termine à 5 heures de grind, mais le truc le plus simple qui va te motiver. Après, dans l'idéal, évidemment, ce qui est bien, c'est par exemple, moi j'ai un élève qui fait la chose suivante, il a un binôme, et en fait, ils travaillent ensemble, mais pas en call. En fait, ils sont tous les deux sur Discord, de leur côté, et ils travaillent de leur côté sans se téléphoner. Mais ils se fixent l'heure, et le simple fait d'être tous les deux en train de travailler en parallèle, s'ils ont une petite question quand même, ils disent ah au fait, c'est quoi la formule machin, bah ça les aide aussi à se motiver et à mettre voilà, ce petit élan, si je puis dire. Ça paraît tellement simple quand tu l'expliques, mais c'est tellement efficace, vraiment tellement efficace. Donc, ouais, merci pour tous ces super conseils. Moi, par exemple, mon objectif, sachant que j'ai une femme qui a 4 ans de plus que moi, ce serait d'avoir une femme plus jeune. Donc, D'accord. c'est ce qui me motive tous les jours à allumer le PC. Je comprends, voilà, faut faire tes preuves. Bah, mais en fait, c'est une boutade, mais oui, voilà, c'est ça, c'est aussi ce que tu vas pouvoir peut-être offrir à tes proches, Non, mais etc. oui. Du moment que tu as un objectif, quel qu'il soit, il n'a pas besoin d'être noble, si je puis dire. C'est très bateau, mais
notifiez-le sur vos murs, écrivez ce que vous souhaitez et donnez-vous tout un tas de motivations supplémentaires, un supplément d'âme, comme dirait Pascal Duprat. Ouais. Pour y arriver, c'est hyper important, mais ça paraît tellement bateau quand on le dit. Bah, en fait, souvent, c'est des formules très simples, mais qu'on n'applique pas. C'est-à-dire, bah oui, te lève pas à 14 heures peut-être, Ouais, enfin, tu peux te lever à 14 heures, mais il faut peut-être coucher à heure fixe, planifie, organise, tout ça, tu vois, c'est plein de trucs tout bêtes. Fais un échauffement de session, te ramène pas dans la session comme ça, demande-toi qu'est-ce que tu as envie de progresser cette semaine. C'est plein de trucs bateaux, mais on se rend compte que finalement, le poker, c'est plein de trucs tout simples, mais qu'on met des années parfois à appliquer. ouais, je suis obligé de rebondir dans le chat parce qu'il y a une question qui semble faire l'unanimité, c'est qu'est-ce que tu aimes vraiment qui te motive à coacher plutôt que grind, parce qu'on imagine qu'avec ta méthodologie, en tout cas moi je l'imagine, que tu aurais pu devenir un joueur qui grind en high stake, parce que la clé de la réussite c'est le courage, la rigueur, l'organisation, et tu sembles avoir toutes ces compétences. Mais du coup je pense que c'est une histoire d'épanouissement. Tout à fait. Alors, bon, déjà, souvent on me dit pourquoi tu joues pas plus haut, etc. Hmm. Je pense que c'est quand même sous-estimer le niveau que ça demande quand on commence à arriver à la 400, etc. Parce que là, ça demande vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, moi, avec mes capacités, ça me demanderait vraiment beaucoup d'efforts. Le truc, c'est que, alors, déjà à la base, je suis devenu coach parce que j'ai eu une opportunité de coacher et avant, quand je jouais aux échecs, je faisais déjà du coaching. Ah d'accord, ouais. Et d'ailleurs, ne nous mentons pas, faut dire aussi les choses. Je voyais quand même un avantage d'être coach à l'époque. C'est aussi que bah, quand t'es grinder, t'as de la variance et quand t'as du Ouais. coaching, bah forcément t'as un revenu fixe qui arrive. Hmm. Et c'est vrai que ça t'enlève quand même un poids mental. Faut pas mentir non plus sur ça. En Bien mode, sûr. je me lève tous les matins, je veux rendre à tout le monde. Il y a pas que ça. Donc ça, c'était quand même entre guillemets un confort. Bon, tous ceux qui font du coaching, ils savent aussi que très rapidement le coaching c'est prenant et que le calcul de se dire bah tiens je vais gagner de l'argent facilement avec du coaching c'est un assez mauvais calcul en tout cas Ouais, dès que tu ouais, as quelques élèves ou en tout cas que tu vends pas à 200 euros de l'heure. bien sûr. Donc c'est un assez mauvais calcul. Alors le truc il est tout bête en fait, c'est que ça fait 10 ans que je suis dans le game et je suis un joueur online. Faut bien imaginer que si j'avais pas été coach, ça ferait quand même 10 ans que je suis chez moi tous les jours sur les tables de poker avec très peu de contacts. Et alors, ça me permettrait quand même pas mal de choses dans ma vie. Mais bah, il y a un moment donné, je pense qu'on est tous pareils. Tu vas faire le bilan. Alors, on va rentrer dans les trucs, mais sur ton lit de mort, tu vois, Hmm. je sais pas combien, hein, suivant que tu as beaucoup fumé ou pas, 60 ou 80 ans, mais tu fais le bilan. Et du coup, est-ce que tu as envie de faire le bilan, de te dire, ah, j'ai fait 8 bébés en NL100, etc. Ou est-ce que tu as envie de te dire, donc c'est cool, hein, déjà, comme bilan, hein, de dire ça, mais tu peux aussi te dire, bah voilà, j'ai contribué à ce projet-là, de cette personne-là, qui bah, maintenant a peut-être réussi ça dans sa vie. J'ai contribué à mon échelle à ce projet. J'ai pas tout fait parce que la personne, elle a fait beaucoup de choses elle-même. Et du coup, tu as plein de parcours de vie comme ça dans lesquels tu as agi, si tu veux, et que tu as permis, bah, peut-être que ça allait comme ça et que ça a été comme ça. Et bah, tu as pu y contribuer, ça t'a motivé, ça... enfin voilà, il se passe quelque chose, quoi. Après, Bah oui. c'est tout de suite plus compliqué à expliquer parce qu'au début, la personne de contact, tu la connais pas, t'as pas encore un véritable affect, ça reste pro. Mais après, tu vois, tu as des personnes où tu as un véritable affect parce que tu vois la personne, par exemple, qui a pas forcément eu un parcours de vie facile, Ouais. mais qui a envie, là, cette fois-ci, de se dire, OK, je veux changer de vie, je veux vraiment faire ça. Et là, tu as un affect qui se crée qui fait que bah, tu as envie vraiment de l'aider. Et bah, parfois, malheureusement, ça n'a pas réussi. Parfois, ça réussit. Et tu es super content à la fin. Et du coup, ça t'incite aussi à continuer le coaching. Parce que, à la rigueur, pourquoi est-ce qu'on commence à coacher? On peut trouver plein de raisons. Ouais. Pour moi, la vraie question, c'est pourquoi tu continues à coacher. Parce que le coaching, faut pas oublier quand même que ça reste fatigant. Parce que bah, faut faire les heures, faut créer des contenus. Parfois, bah, tu prends aussi. Parfois, c'est compliqué de gérer son propre run. Quand tu es coach, si tu as 25-30 élèves, tu dois gérer le run de 25 ou 30 personnes en plus du tien. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut fatiguer parce que tu reçois le mail à 17 h du dimanche et tu dis que tu veux répondre rapidement parce que tu sens qu'il faut répondre rapidement, etc. Donc, la question plutôt pour moi, c'est pourquoi tu as continué à Ouais. coacher. Et c'est ce genre de choses qui m'ont vraiment motivé grandement à continuer à coacher des personnes qui ont eu des projets auxquels tu as pu participer. Sachant que projet, encore une fois, j'insiste, c'est pas forcément vouloir que le joueur devienne pro. J'ai formé des joueurs pro, mais parfois c'est tout simplement rendre un joueur gagnant. Tu sais, le simple fait que la personne, elle est plus à sortir Visa, Mastercard à la fin du mois, qu'il y ait une souffrance en fait psychique, parce qu'elle aime ce jeu, mais en final ce jeu la fait souffrir, bah, le fait qu'en fait, elle va peut-être gagner 60 balles par mois à la fin. Mais bah, en fait, elle prend du plaisir. C'est devenu son hobby. C'est quand même un luxe, hein. Le poker, c'est un des seuls hobbies où quand même,
ça te coûte pas de l'argent. À la fin, c'est le hobby qui te rapporte de l'argent. Ouais. Bah voilà, participer à ce genre de choses, ça motive. Et puis à titre plus personnel aussi, faut pas oublier que tu as accès au raisonnement des joueurs. Tu dis ah oui, donc cette personne va penser comme ça. Ce mec que j'ai en face de moi ici va penser comme ça. Donc ça t'aide aussi beaucoup à progresser en tant que joueur et même j'ai envie de te dire à mûrir en tant qu'individu. Parce que bah pareil. Il y a différentes susceptibilités, il faut apprendre à les gérer. Et moi, je trouve qu'ils m'ont énormément apporté aussi mes joueurs pour mûrir en tant qu'individu, tout simplement. J'ai fait plein de conneries, d'erreurs. Tu sais, tu balances une petite phrase comme ça, anodine, et sans à un moment donné penser assez loin, et le joueur va peut-être mal l'apprendre, ou sans t'en rendre compte, tu as peut-être même fait du mal, si tu veux, et tu t'en es pas rendu compte. Alors c'est important d'en parler justement après, et d'accepter aussi que toi, en tant que coach, t'es pas infaillible, hein, que tu fais des erreurs, Ouais. et ceci comme ça, tu t'améliores en tant que coach et en tant qu'individu. Donc voilà, je pourrais continuer pendant des heures hein, sur ça, Mais mais justement, avant qu'on passe à d'autres sujets, je te demanderais juste la question que je pose à la fin, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans 5 ans ou dans 10 ans, quel serait le meilleur accomplissement? Est-ce que c'est de continuer sur ce que tu fais? Est-ce que tu as de nouveaux projets, une team de CFP, un coaching un peu différent de ce que tu proposes déjà ou... non, vraiment. Alors, continuer ce que je fais. Alors, Ouais, innover à faire d'autres ouais, choses. Évidemment, j'aimerais avoir découvert d'autres choses, des nouvelles choses, parce que c'est ça aussi qui te motive. Mais vraiment, moi, dans 10 ans, si tu me demandes, je me vois à la base, comme je suis actuellement, c'est-à-dire joueur pro et coach, tout simplement. yes, ok, super. Vraiment. Ok, merci encore une fois pour ton retour à ce propos. Il y a Benoît dans le chat, donc Benoît qui est Mhm. l'origine de Poker Crusher quand même, monsieur Benoît. Ah, Benoît, 35 ans, je vais essayer de lui faire une bonne réponse, du coup. Ouais. qui nous demande en fait, la question qu'on a bien posée en général, c'est qu'est-ce que tu penses du milieu du poker.fr. Il entend par là si tu ressens de la bienveillance et aussi comment tu juges le niveau de la plupart de tes élèves si tu veux faire des généralités. Est-ce qu'ils ont des leaks généraux que tu retrouves? Est-ce qu'ils ont des difficultés qu'ils ont du mal à affronter? Quels sont Alors oui, les... c'est Vas-y. excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, parce que là, c'est deux sujets vraiment presque différents, Prends la quoique. piste qui t'arrange le mieux. Est-ce que tu veux parler de Moi, tes élèves je ou tu vais veux pas? répondre, essayer de répondre dans l'ordre. C'est vrai que alors on va être honnête, ça n'engage que moi. Ouais. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait l'effort, mais j'ai un avis quand même assez très négatif du milieu du poker Ok. FR. Vraiment, en 10 ans, je me suis fait une seule amie dans le milieu poker. Alors, il faut aussi dire que de mon côté, il y a peut-être des personnes avec qui ça aurait pu matcher, et j'ai pas forcément non plus de mon côté été vers ça. Donc, potentiellement, j'aurais pu quand même aller plus loin. Si je puis dire, c'est vrai que j'ai plus une relation de poker avec mes élèves. C'est plus ça qui va m'intéresser, qui me fait entre guillemets un peu vibrer, Ouais. que le milieu, je dirais, reg du poker FR. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que je ressens pas cette bienveillance. Là, pour D'accord. le coup, je la ressens pas. Encore une fois, ça dépend aussi. Enfin, il aurait fallu peut-être que je cherche, mais je la ressens pas de manière générale. Je la ressens de manière plus particulière. Bah, justement, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai senti aussi de la bienveillance dans le projet Poker Crusher. Alors peut-être qu'après, on se rendra compte que, bah non, je me suis C'est planté, mais, clair. mais je suis toujours comme ça. Hein. Si tu veux, moi, même si c'est la 10e fois que finalement on me fait le coup, moi, ça me semble bien, j'y vais. Tu vois, tant pis si c'est la 20e fois que ça sera vrai, etc. Je serai encore là, etc. Donc voilà, j'ai pas. C'est vrai, le milieu du poker en général, paradoxalement, ne m'attire pas plus que ça. Ouais, Ok. j'ai pas plus de. Alors, j'ai des contacts forcément parce qu'il faut aussi Ouais. être au courant de ce qui se passe. Sinon, si t'es isolé, c'est pas bon dans le monde du poker. Mais voilà. Mais évidemment, je suis ouvert aux nouvelles rencontres bienveillantes de mon côté. J'en profite pour Mais remercier juste Franck et Hervé qui nous a raid. C'est la première fois qu'on est raid parce qu'on est nouveau salut sur Franck. Twitch. Et du coup, j'en profite aussi pour donner ta chaîne Twitch. Parce que. Donc du coup, juste au moment où en gros je dis que le monde du poker, j'aime pas, il y a Franck qui arrive, donc il arrive au bon moment. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà Non, mais ouais, sur c'est un ça. Et milieu qui est puis compétitif au final. oui, ce que dit Value Cut aussi, c'est important, c'est que c'est vrai que on est un peu tous quand même dans notre coin à faire notre business, hein, si je puis dire. Moi le premier d'ailleurs, hein, et c'est vrai que on est un peu comme un royaume féodal. Ça c'est un truc que j'aime bien répéter. Voilà, un peu tout le monde dans son coin qui va tirer sur les autres de manière pas forcément bienveillante. Et bah c'est normal d'avoir son projet perso. Mais enfin, c'est pas en rabaissant les autres que tu gagnes de la hauteur, si tu veux, à chaque fois. Et ça, je ressens beaucoup ça, ce côté un peu, au lieu de me dire, bah tiens, il y a un tel qui fait ça, comment je fais mieux? C'est plus un tel fait ça, comment je le rabaisse? Et ensuite, bah, une fois que j'ai bien rabaissé, vous voyez, moi, sans avoir essayé de gagner la moindre hauteur, vous voyez que moi, c'est mieux. Perso, quand je vois quelqu'un qui rentre en concurrence, même je dirais avec moi, au lieu de me dire,
comment je vais le rabaisser ou quoi que ce soit. Je vais me dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Comment je fais pour faire mieux que lui? Ou comment je fais pour faire différent de lui, tout simplement, au lieu d'aller dire, ouais, non, lui, c'est pas bien ce qu'il fait. Vous avez vu, en 1972, il a dit ça, c'est pas bien. Et ça, c'est un truc, je trouve, qu'on a malheureusement beaucoup dans notre milieu. Ben, mon optimisme me pousse à penser que comme on évolue dans les mêmes limites, la 50 et la 100, c'est très compétitif, il y a beaucoup de demandes pour très peu d'élus, et peut-être Mhm. qu'une fois qu'on franchit ce cap, là, la bienveillance sera plus persistante, l'humilité et l'empathie sera peut-être plus courante à avoir, mais Oui, oui, bah, alors je sais très bien qu'il y a aussi des groupes très bienveillants, etc., qui existent, hein, évidemment, hein. Donc là, c'est vrai que je faisais une généralité, quoi. Si on me demande vraiment à juger sur la généralité, je répondrai ça, clairement. Sinon, la deuxième question, je crois que les leads c'était généraux, ok, les leads les, li- généraux rencontrés chez tes élèves, les barrières ah, à la progression. les barrières à la progression. Alors, bon, je vais essayer de prendre des choses générales plus que des Ouais, leaks particuliers, tu ouais. sais, techniques. Euh, je pense qu'il y a un Alors, je m'excuse, mes chers kangourous, mais il y a quand même justement un petit problème de courage. Euh, pour le coup, je vais quand même parler vraiment une différence entre le fameux fil d'Espagnol et le fil d'FR. Euh, il y a un an, par exemple, j'ai fait une petite vidéo sur Poker Academy. Je donne un exploit gratuit en plus. La vidéo sort gratuitement et tout. J'explique que sur un overbet à la turn, à l'époque, ça fold 70% du temps si tu raises, tout Ouais. simplement. Donc ça, Ah ouais, ok. ça me semble cool comme idée, si tu veux. À l'époque, 70% de fold sur le check raise d'un overbet à la turn. J'ai pas vérifié récemment où on en était. Normalement, on est plutôt bien, mais voilà. Donc c'est diffusé gratuitement, etc. Bah, je m'excuse, le fil d'espagnol, tu leur dis ça, demain, sur les tables de poker, tu peux être sûr que tous tes overbets vont se faire raise. Malheureusement, actuellement sur point .fr, et je pense que nous aussi, les coachs, on a un rôle à jouer. C'est un peu facile de dire, c'est les joueurs, ils sont pas courageux, nanani, nananer. Je pense que nous aussi, en tant que coach, on va devoir réfléchir à ça, comment on va faire pour motiver tout ça. Et donc, sur le point .fr, bah, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Rien. Alors, je dis pas que, évidemment, tout le monde a vu ma vidéo, mais rien. Personne ne va check raise un overbet. Et je le vois même chez certains joueurs que je coach, j'en ai parlé. Ils me montrent un overbet à la turn, je dis, mais tu sais que ça raise? Et souvent, la réponse que j'ai, c'est, oui, mais j'en suis pas encore à là. Tu vois, ce truc-là, j'en suis pas encore à là. Ben, oui, mais quand est-ce que tu vas en être encore à là? C'est quoi le truc avant à faire, si tu veux? Je t'ai dit concrètement que ça fold 70% du temps. Bah, tu raises, tout simplement. C'est quoi le problème? Le problème, on va pas se mentir, c'est qu'il faut mettre 40 blindes ou 45 blindes, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Et potentiellement perdre un gros pot, potentiellement se tromper. Et du coup, on se dit, bah, je verrai ça un petit peu plus tard. Donc, va y avoir parfois, malheureusement, ce manque de courage ou cette procrastination, tu vois, par rapport au risque. Ça, c'est le premier problème, je dirais. Et le deuxième problème, c'est d'avoir des méthodes qui permettent, alors déjà d'avoir des méthodes, évidemment, mais surtout d'avoir des méthodes qui permettent de garder les compétences. Ce que je constate souvent, malheureusement aussi, c'est que un joueur va avoir des nouvelles compétences, et quand tu reviens 6 mois après, bah, si tu refais un coaching, il a perdu la moitié. Pourquoi? Parce que les méthodes que tu as essayé de lui transmettre pour garder ça, on a commencé à s'endormir, on a commencé à plus planifier, on s'est dit bah là j'ai perdu 4 caves sur ça, j'ai pas envie de continuer d'analyser ça, hop j'enlève ça et finalement il revient dans son jeu. Donc si je devais vraiment résumer, je dirais que c'est ça. Une dernière chose aussi, nous avons fondamentalement un problème avec la culture solver, je pense, dans le point .fr. Ok. C'est-à-dire que concrètement, si tu fais une vidéo solver, tu n'auras pas de vue, grosso Ouais, modo. ouais. Euh, et les joueurs, ce qu'ils me disent toujours, c'est ouais, mais là, c'est compliqué, je comprends pas, etc. Et le fil d'espagnol, en fait, encore une fois, oui, tu sens que c'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, eux, ils ont pas ça, ils sont baignés directement dedans. C'est-à-dire que si un coach sort une vidéo avec des solvers, tu peux être sûr qu'elle va faire 2000, 5000 vues, que les joueurs de NL10 vont regarder la vidéo, ils vont essayer de comprendre, etc. Et aujourd'hui, il y a une aversion vraiment. En fait, c'est un peu polarisé parce que d'un côté, tu en as qui vont être à fond, tu sais, le fameux Ouais. JTO, et donc il reste une minorité, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on ait la vision, nous, de nos groupes Discord où on voit des joueurs aguerris qui prennent des solvers. La majorité, tu sors un solver. Bon, voilà, il y a une inversion totale. Et je pense aussi que ça nous aussi, coach, de nous demander bah, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de trouver le compromis, pour motiver dans notre pédagogie, comment on va essayer de transmettre un peu cette hargne, cette gagne qui manque peut-être aujourd'hui dans le point .fr.
Ouais, c'est super et bah, je peux que acquiescer. Je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire. On va te libérer dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, et donc du coup, ce serait peut-être le moment de poser vos questions dans le chat, même si vous en avez déjà posé. Et, euh, et donc du coup, je me demandais sur ce que j'aurais pu rebondir. Ouais. Est-ce que tu comptes prochainement proposer un petit peu de contenu sur Twitch ou tu réserves plutôt ton contenu à ta chaîne YouTube sur laquelle il y a beaucoup de nouvelles vidéos qui sortent, hein, bien sûr. Oui, alors mon contenu prioritaire, c'est Poker Academy. Donc Twitch, YouTube, c'est vrai que c'est quand il me reste un petit peu de temps, si je puis dire. Je suis très motivé, voilà, à faire des choses. Ouais, ouais. En fait, faire passer un petit peu Twitch, YouTube. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire passer un peu le poker loisir au poker un peu engagé, on va dire. Ouais. Poker loisir, c'est poker divertissement. Poker engagé, c'est tu commences à avoir vraiment un effort pour comprendre les choses. Et en fait, la première étape, c'est que les gens aient conscience qu'il y a un monde peut-être qu'ils ne connaissent pas. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la Green Card aussi, Poker Academy. Une manière de travailler le jeu différente, loin de ce qu'ils ont, et que ça va peut-être être pour eux la première accroche. Donc les streams, je vais quand même essayer de reprendre un stream par semaine. YouTube, j'ai pas de fréquence de publication, mais là je vais publier bientôt. D'ailleurs, j'ai fait un petit challenge en NL10. Je vais vous donner le résultat. Oui, je suis venu vous jouer les kangourous. C'était pas très joli, hein. Donc je vais publier ça bientôt et voilà. Sinon toujours contenu Poker Academy, Ouais, bien clairement. entendu. Ah oui, ce qu'on s'était dit aussi avant de démarrer, c'était ce côté que tu avais très rigolo, ce détachement de la performance et de la rigueur que tu pouvais transmettre dans le côté fun. Et c'est hyper important, on en parlait en fait. Il faut savoir être rigoureux aux tables et pouvoir aussi avoir beaucoup d'autodérision et prendre beaucoup de plaisir hors table. Et souvent, les gens font l'inverse, sous prétexte qu'ils ont des résultats un peu moyens. Ils essaient d'être plus rigoureux dans leur train de vie. On parlait de manger du quinoa, c'était pour l'image, quoi. Tu nous as dit plein de choses intéressantes, donc je te laisse rebondir. Oui, c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on discutait. C'est que, alors moi le premier, j'ai un cadre, etc. Je prends des douches froides et donc c'est pas drôle du tout. Mais le truc qui me marque, c'est que parfois les joueurs, qu'est-ce qu'ils s'amusent pas en fait? Ouais, C'est-à-dire qu'il y a une pression sur les tables, ils s'amusent pas. Et je trouve que c'est super important en fait d'avoir ce côté exigeant et bienveillant. Donc effectivement exigeant, faut être concentré, faut mettre un cadre, etc. Mais il faut aussi savoir un peu rigoler, rigoler de soi-même. On a fait une bêtise, première réaction, peut-être rigoler tout simplement. Se dire, ah, je suis bête, et avoir également un côté exigeant. C'est-à-dire, ok, je suis bête d'avoir fait ça, lol, et je mets la main de côté, comment je vais régler ça? Mais celui qui a le plus à perdre, bah, enfin, je vois souvent ça avec des joueurs, c'est celui qui a le plus à perdre techniquement sur les tables, c'est moi. Encore c'est une fois, si je gagne clair. plus sur les tables, bah c'est fini quoi, hein, tout simplement, hein. Oui, parce que les coachings, je vais pas en avoir pendant longtemps si je perds sur les tables, hein. Donc c'est pas la peine de me dire t'inquiète, t'as des coachings. Non, non, si tu perds sur les tables, ça va pas durer longtemps. Donc celui qui a le plus à perdre, techniquement, c'est moi. Et souvent, je vois les joueurs, mais en fait, ils s'amusent pas. Il y a une tension sur la table. Donc ça, c'est vrai que c'est super important aussi, je pense, d'avoir un peu d'humour, d'autodérision, puisque c'est aussi un signe de plasticité psychique. La Voilà. plasticité psychique, c'est extrêmement important sur les tables de poker, parce que ce qu'on nous demande quand même fondamentalement au poker, c'est d'apprendre la résilience, la capacité à absorber les chocs, la variance. Et quelque part, si t'as pas d'humour, d'autodérision, tu vas prendre ça en pleine face, et du coup, tu vas avoir probablement une capacité de résilience qui est moindre dans ce jeu, qui est vraiment fondamentalement un jeu qui demande une certaine résilience. Mm. Donc, euh, donc ça, oui, super important de aussi savoir être cool. Voilà, il faut avoir la cool attitude. Et souvent, moi, je vois des joueurs qui sont pas cool. Ils sont pas cool du tout. Ils rigolent pas. Donc voilà, faut un peu rigoler. On est là quand même à la fin, même si on est sérieux, pour kiffer un petit peu ce qu'on fait. Perso, quand je vais sur les tables aussi, je vais à une compète. C'est-à-dire que même le soir avant, je vais grind à 9h30 du mat. Mais en fait, le soir, je suis en train de penser à ma compète du lendemain. Mais il y a un côté à la fois sérieux, tu vois, il y a une compète, etc. Mais en même temps, une petite excitation. Et une fois que je suis à la compète, je suis sérieux, mais il y a aussi l'excitation, tu sais, de la compétition. Je suis sur les tables, je suis en train de livrer ma meilleure performance qui soit. Et quand je fais une bêtise, bah, je me dis, ok, ça, c'est pas possible, je dois pas laisser passer. Mais en même temps, ok, c'est pas la première, c'est pas la dernière, je me fais confiance, je vais mettre en place les choses pour régler tout ceci, et ça va le faire. Ouais, c'est l'aspect mental, ouais, ouais. Et c'est super chouette, on a plein de questions. Je vais essayer d'y revenir. Donc il y a Manu, pardon, qui nous demande, tu sais, ta répartition idéale entre le travail et le grind, si tu as un petit tips à nous donner. Alors j'imagine que c'est propre à chacun. La répartition grind-travail, oui, c'est propre à chacun. Alors, il y a des théories qui vont dire 80-20. Généralement, je conseille du 2 tiers, 1 tiers. Donc, 2 tiers du temps que tu as consacré au poker,
grind, un tiers tu travailles, mais suivant ta phase de progression, ça peut être du 50-50, ça peut aussi être du 80-20. Ce qui est important aussi, c'est dans ton travail d'être super efficace, parce que ça aussi, le travail poker, on peut se perdre très 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 rapidement avec de mauvaises méthodes, regarder le mauvais contenu. La répétition aussi, c'est par exemple, je vois souvent quand les joueurs regardent des vidéos sont extrêmement passifs. Donc ils ont Ouais. beau, combien de fois en coaching, j'ai un joueur qui m'a dit, j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos, je vais lui poser une question assez banale qu'il a vue dans toutes les vidéos et il ne peut pas répondre. Parce que cette information, en fait, elle n'a pas été finalement tant répétée ou il n'a pas réalisé à quel point elle était importante. Pareil, le coach sort un Flopzilla dans la vidéo, bon bah il va regarder passivement, si jamais il saute pas évidemment vidéo. Alors ça sur YouTube, hein, dès que je sors un Flopzilla, je vois que la courbe chute. Hein. Ouais, ouais. Euh, et donc voilà, donc faut aussi être efficace dans ces méthodes de travail hein, si on veut que ça fonctionne. Et si je peux pas rebondir, ça revient à ce que tu disais au début. Il faut aussi comprendre ce qui nous anime et le côté positif. On est joueur de poker, on est libre. Si aujourd'hui il fait beau, allez, faites autre chose. Organisez-vous en fonction de la météo, en fonction de ce qui vous plaît, et Complètement. trouvez votre juste équilibre. Je pense pas Ouais. qu'il y ait de recettes miracles, mais en tout cas, Voilà, anticiper. Et c'est vrai que le matin, si t'as pas la motive, va pas grind. Vraiment. Si tu as envie de sortir dehors et que t'as pas la motive, ça sert à rien. Faut travailler sur ta motivation, mais ça sert à rien d'aller sur les tables et de croire que par miracle, ça va le faire. Va forcément des spews qui vont arriver. Et faut soit travailler sur sa motivation, la prochaine fois anticiper qu'en fait il allait faire super beau demain. Donc regardez la météo, effectivement. ouais, Super beau ouais. demain, qu'on allait recevoir 3 SMS pour aller boire un verre, etc. Non, mais c'est Et vrai. du coup, tout simplement. Et il faut se l'autoriser aussi de temps en temps. Ouais, ouais, carrément, le relâchement. Il y a Coco qui nous demande avec un abonnement Poker Academy, est-ce qu'on aura accès au contenu de ta green card? Alors, je ne sais pas exactement parce que la green card était faite vraiment pour être un peu en live. Donc, pour l'instant, il n'y a pas les replays. Bon, je crois savoir que Poker Academy, quand même, pense mettre les replays à un moment donné, mais je ne sais pas sous quelle forme. Donc, je peux pas encore trop dire ce qu'il en est pour le moment de ça. Yes. On nous demande aussi bah, quels sont les meilleurs rooms que tu conseillerais à tes élèves. Bah ça c'est propre à chacun encore une Ouais, ouais. fois. Bon il y a des rooms que je déconseille forcément ou Winamax dans l'absolu, mais même ça moi j'ai des joueurs par exemple tendance très tight qui vont d'un coup s'en tirer super bien sur Winamax parce que le règle de Winamax se dit que c'est une bonne idée de 3 barrels une main sur deux. Donc le règle tight qui attend toujours qu'avec les bonnes mains va par exemple prendre les caves. Donc ça c'est toujours difficile de conseiller, c'est plus des rooms où ne pas aller. Classiquement Winamax ou en tout cas les formats Zoom, etc. Ouais. C'est pas des formats que je conseille de base, mais encore une fois, c'est propre à chacun. Et au contraire, il y a des joueurs par rapport à leur personnalité, leur manière de travailler, vont au contraire super bien s'en sortir dans ces formats. Ouais, puis soyez courageux, faites vous votre propre avis. Et puis, Exactement. vous n'avez rien à perdre à essayer de jouer sur tel ou tel room, vous avez tout à y gagner. Soyez fort, un joueur de poker est un entrepreneur avant tout, et prenez des risques. C'est super cool que vous nous posiez des questions. On est là pour y répondre, mais en tout cas, faites-vous à votre propre avis. Et Winamax, bon, bah, pourquoi ou pas Winamax? Parce que Winamax, bon, en fait, c'est le niveau des règles, la proportion règle-fiche, Mhm. le rackback, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais bon, le format Zoom est bien, pas bien, ça dépend. Encore une fois, Voilà. faites-vous un objectif. Si votre objectif c'est de progresser, telle room sera la mieux. Si votre objectif c'est de faire du volume, telle room sera la mieux, etc. etc. Exactement. Bon, prenons le format Zoom de Winamax. En fait, si tu es quelqu'un qui veut gagner, je sais pas, 500 euros par mois et qui se dit je veux pas aller au-delà de la NL10, bah finalement, s'il se spécialise dans le format Zoom, qui va vraiment faire plein de trucs pour ce format spécifique que les autres font pas, va peut-être avoir un edge que les autres Ouais, n'auront pas. Inversement, celui qui veut devenir joueur pro et qui se dit bah je vais faire de la Zoom de Winamax, bon, on va dire tu sais dans ton parcours là, c'est un format spécifique, je vois pas trop je vois pas, enfin de base je vois pas forcément le truc. Donc et comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, faites-vous votre avis. L'important, c'est de ne pas insister quand on sent qu'on n'a pas le feeling finalement avec la room. Il faut savoir aussi la quitter assez rapidement, je pense. ça marche. Ouais. Je rebondissais aussi sur un point par rapport à ce que tu disais. Nous, c'est vrai que chez Poker Crusher, on aime bien analyser des tendances Mhm. via des fréquences, via de la data analyse. C'est ce que les Espagnols, du coup, comme tu dis, dès qu'on leur propose et qu'on leur, ils sont plus faciles à convaincre. Donc nous, on essaye de démocratiser ça, tout en gardant un Mhm. cadre éthique où on n'analyse pas un pool qu'on joue. Par exemple, on analyse un pool de GG Poker que la plupart de la communauté n'y a pas accès. Et donc, est-ce que toi, tu trouves ça important de comprendre les biais cognitifs que les gens ont en général et d'appliquer, entre guillemets, bêtement, dans le sens où si la population a tel leak, il faut arrêter de se mettre des barrières en se disant oui, mais ça se trouve, lui ne l'en a pas. Oui, mais si tu joues 10 joueurs,
8 probablement auront ce leak et ne pas avoir peur de tomber sur le 9e ou le 10e. Ouais, en fait, c'est une question, je pense, de proportion. C'est-à-dire, justement, exactement, je te dis que statistiquement, c'est bon. Voilà. Tu le mets tout simplement, c'est bon. Et si tu as un biais cognitif, tu travailles ça avec de vrais outils mentaux. Pourquoi je ne mets pas, alors qu'on me dit que 80% du temps ça fold ici, pourquoi même j'ai une chaîne qui me dit quoi faire et finalement je ne vais pas la travailler alors que je veux performer dans le poker, etc. Tu vois, parce qu'il y a ça aussi, il faut en parler quand même, que si jamais je te mets, j'ai gagné 10 000 euros sur un spin en tournant la roulette, je vais avoir 10 000 vues. Par contre, Ouais. exploitation, river, etc., machin, tu vas faire beaucoup moins de vues tout de suite. Alors que je laisse deviner qu'est-ce qui va rapporter des deux le plus dans ton jeu, si je puis dire. Et derrière, quand bien même on te donne la stat, on n'y va pas. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il faut travailler, je pense aussi mentalement, parce que là, clairement, c'est un biais cognitif, comme tu dis, donc ça rentre dans le domaine du mental, utiliser des techniques mentales. Malheureusement, sur le point .fr, une technique mentale, enfin, point .fr, faut arrêter de taper sur le point .fr, c'est nous tous en général, Oui. c'est, on a tendance à dire, bah, le mental, bah, c'est vrai, je le sais, il faut que j'arrête de faire ça. Non, il faut utiliser des vraies techniques. Et inversement, on va avoir l'excès inverse, c'est-à-dire que parfois, je rencontre des joueurs sur les tables, on leur a dit, tu fais ça, et ils ont les œillères, c'est-à-dire Ouais. que on leur a dit tu fais ça, d'accord, je le fais, et ils regardent plus en face de lui. Alors ça va le faire performer, mais aussi à un moment donné, ça va le faire stagner parce qu'il va pas trouver les exceptions. C'est-à-dire que le reg qui va payer dont tu parlais, tu peux aussi parfois le repérer finalement quelque part. Et donc le joueur va être un peu à ce moment-là c'est la problématique dans du poker d'imitation, sans forcément comprendre ce qu'il fait. Et ça aussi c'est problématique parce que dès que les choses vont évoluer, bah, il va être sans cesse devoir en train de demander à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il faut faire ici. Ça c'est un truc auquel j'accorde beaucoup d'importance. C'est aussi l'autonomie, tu vois. S'il ne sait pas travailler son jeu, bah, il va pas savoir trouver les exceptions, savoir comment ça évolue. Donc c'est une histoire, je pense, de juste proportion. Pour moi, ça va être la base déjà de cette MDA, de me dire voilà ici ça fold, et ensuite être au courant des évolutions, pourquoi ça fold et savoir trouver les exceptions. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est souvent deux extrêmes. Soit, oulala, attends, là c'est un troisième barrel river, quand même, ça va faire 50 blindes. Je vais voir ça plus tard, tu vois. Ou alors, c'est bon, ça marche, on m'a dit, je le fais, mais tu sais pourquoi ça marche? Parce qu'on me l'a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu vois que lui, quand même, il a 60% de fold ses bêtes au flop. Je suis pas certain que ça s'applique vu la force de sa range. On m'a dit que ça marchait, voilà. Comme toujours, bah, le poker reste quand même un jeu d'adaptation hein, et de compréhension et non d'imitation. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a abordé tellement de thèmes. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on joue les mêmes limites, mais tu sens bien mieux armé que moi pour y arriver, tellement tout ce que tu nous as dit, c'était super cool. Donc ça, c'est chouette. Je, Merci je suis encore. content si ça peut faire écho. Puis bah, alors, encore surtout, hein, plein de choses à apprendre de mon côté. C'est ce qui est génial, hein, vraiment je sais pas, c'est quoi, c'est un sport, c'est une discipline, le poker, on sait pas trop. Ouais. Mais ouais, super. En tout cas, super content d'avoir été là, d'avoir pu discuter. C'est très gentil de m'avoir invité et très gentil surtout si ça peut faire écho. Yes, n'hésite pas. De toute façon, moi, je vais proposer de parler un peu d'actualité. Donc dès que tu auras des vidéos, eh ben, je serai le premier à les relayer. Tu pourras compter sur moi et je te souhaite du coup de continuer à encadrer plein d'élèves. Je te, Je vais essayer en tout cas. je te souhaite de continuer à trafiquer les 5 étoiles pour que tu n'en aies que des 5 étoiles. Ouais, là, il y a deux, trois avis, là, faut que j'envoie un mail à Poker Ah, Academy, ça va pas, hein. me parle de canard pendant 45 minutes de coaching, etc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du canard de Barbarie, On mais m'a dit bon, qu'il ça, c'est fallait un autre boire de podcast. l'alcool pour ne plus avoir de barrière mentale. Voilà, faut enlever les barrières mentales. Au bout d'une bouteille de champagne, t'inquiète pas que le Bet River, Il va il passer. va, il y va tranquille et il passe toujours, t'en fais pas. Donc, merci Exactement. super. Et puis, bah, Ouais, j'espère surtout bah, longue vie à cette chaîne. Hein. Vraiment, ça, c'est tout le mal que je souhaite c'est gentil. de continuer comme ça, vraiment. Et au top. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Merci à Fredinou. tous. Et puis je te souhaite plein de bonheur. Merci à Allez, vous tous et à bientôt sur les tables. Sauf sur les tables, évidemment, j'arrive. Hein. ouais. À très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao.